Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Donc aujourd'hui, l'innovation est le buzzword des 5-10 dernières années. On parle de drones, de robotique, et ce salon est un bon exemple, mais aussi d'accélération de tout ce qui est numérique, digitalisation, IA. La perception générale, c'est que l'innovation accélère et qu'il est de plus en plus difficile de s'adapter, en particulier pour certains acteurs, pour conserver finalement une avance, notamment face à des acteurs plus petits, plus agiles. La réalité est un peu plus complexe, un peu plus nuancée, mais la menace évoluant constamment et de plus en plus rapidement, nécessaire d'innover pour conserver une supériorité sur le terrain. Les drones, par exemple, ont dans certains cas transformé le paradigme, le rapport de force, comme en Ukraine, qui a été éminemment couvert, enfin abondamment couvert. Et c'est le contexte de conflit qui a créé la nécessité d'accélération de l'innovation. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de l'effet de mode, et notamment de l'Ukraine qui a été couverte, de lever un voile le plus concret, le plus pragmatique possible sur cette nécessité d'accélération et de se pencher sur des cas concrets, technologie, puis comprendre aussi peut-être les facteurs exogènes qui jouent un rôle dans cette accélération. Et de savoir s'il y a réellement une accélération ou pas. Je pense que c'était une vraie question. Et comprendre peut-être les limites, les difficultés, les pièges par rapport à cette accélération. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel qui est très varié. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, qui va donner des perspectives différentes. Et je pense que ça, ce qui est intéressant, enrichissant, entre des utilisateurs finaux, des industriels et bien sûr des innovateurs qui, eux, ont aussi un point de vue assez tranché sur le sujet. Donc Philippe Duhamel, vous êtes directeur général adjoint en charge de la Global Business Unit qui s'appelle Defense Mission System, qui regroupe toutes les activités aéronautiques et navales dans le domaine des senseurs et des systèmes. Ça fait une vingtaine d'années que vous êtes chez Thales et et vous avez pris la direction de cette activité depuis 2017. Donc Patrick Aufort, vous êtes directeur de l'agence Innovation Défense depuis l'année dernière. Vous avez été directeur général adjoint pendant plus de 2 ans. Et ça fait aussi plus d'une vingtaine d'années que vous évoluez au sein de la direction générale de l'armement, avec notamment un rôle de direction à la DGASC Propulseur et ingénierie de projet. Et enfin, Clément Picot, vous êtes CEO, directeur général de ARX System, qui, et je vous laisserai après présenter ARX System pour ceux qui ne connaissent pas, mais développe des drones très agiles et avec une capacité de mouvement assez intéressante. Peut-être pour ouvrir la discussion, première question. Pourquoi faut-il accélérer l'innovation ? Pourquoi c'est une nécessité ? Et est-ce que vous avez peut-être un exemple concret à mettre en avant pour vraiment sortir un peu de la théorie ? Bien, merci Mathieu. La première raison pour laquelle, dans le domaine de défense, nous innovons, c'est parce que la menace évolue. Elle évolue plus vite et il y a un effet, je dirais, autocatalyseur entre la menace qui évolue. Et donc, nous devons accélérer plus vite notre innovation pour contrer cette menace. On le voit très bien d'ailleurs dans certains domaines dans lesquels nous faisons, on va dire, la cuirasse et le canon, ou je dirais dans mon activité, c'est la guerre électronique et le radar. Donc, il y a une accélération de cette innovation. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Il faut accélérer parce que cette menace accélère et en même temps, il y a une sorte de course de vitesse entre la nécessité d'accélérer et l'accélération, et l'augmentation de la complexité des systèmes. Si on développe des systèmes de maintenant avec les méthodes d'il y a 30 ans, on ne converge pas. Mais non seulement on doit aller au moins aussi vite qu'avant et des systèmes 1 million de fois plus complexes, mais on doit aller encore plus vite. Donc ça, c'est le défi numéro 1. Alors pour ce faire, il y a un certain nombre il y a des grands systèmes alors qui ont leur rythme sur lequel on peut accélérer. On peut accélérer. Une des manières d'accélérer, c'est de le faire de manière phasée. Alors on connaît bien l'exemple du SCAF. L'exemple du SCAF, on s'est dit au départ, système de combat aérien futur, on voit que c'est plus qu'un avion. C'est un système avec un avion, puis avec d'autres choses qui volent. Finalement, qu'est-ce qui va arriver en premier ? Est-ce que c'est l'avion ou est-ce que c'est le système ? C'est le système. Donc c'est regarder de manière phasée, de manière phasée, je dirais intelligente, qui nous permettent d'avancer progressivement. Alors ça, c'est un système qui est encore un peu lointain, un peu futuriste, mais des choses vont arriver finalement assez vite. Après, il y a des exemples, je dirais plus
je dirais pas plus simple parce que c'est un peu péjoratif, mais je dirais plus court terme. Alors moi j'ai 2 exemples à donner. Hein. Un exemple c'est Kohoma, hein, la collaboration Machine. Il y a un contest qui a été gagné par Thales en 2023. Je le mentionne parce qu'il a été gagné par Thales, bien sûr, qui a démontré la possibilité avec 3 opérateurs de réaliser une mission de combat avec beaucoup de drones. Et puis un autre exemple, c'est l'application Anticip que nous avons réalisée avec le NSC, hein, INP Bordeaux, qui permettent de l'analyse de grandes données, une grande quantité de données opérationnelles. Donc on sait faire les choses différemment, à la fois pour les grands systèmes, mais aussi pour des applications, on va dire un petit peu plus court terme. Les premières pouvaient s'insérer dans un grand système qui va arriver. Peut-être Patrick, oui. À moi de donner ma vision sur le même. Bon, déjà, le sujet de l'accélération de l'innovation. Bon, je peux qu'y souscrire parce qu'en fait, donc moi, je dirige l'agence de l'innovation de défense qui a été créée en 2018 et en fait, l'accélération de l'innovation était un des éléments de contexte qui est à l'origine de la création de cette agence. Et mais surtout, bon, derrière le mot innovation, en fait, on trouve beaucoup de types d'innovations différentes. Et en fait, l'accélération, elle est vraie sur tous les types. Alors bien sûr, il y a la profusion aujourd'hui de solutions qui n'ont pas forcément été initiées dans le monde de la défense, des solutions qui viennent de technologies duales qui peuvent avoir été initiées avec des premiers usages civils et qu'il faut être capable, nous, de détecter et d'accélérer pour les ramener vers des usages chez nous. Et d'ailleurs, accélérer aussi la manière dont on est capable de comprendre la menace qu'elles peuvent représenter pour imaginer la manière de s'en protéger. Et ces acteurs, en fait, qui foisonnent d'innovation, ils fonctionnent pas sur le même rythme que nos acteurs classiques, que Thales, pour pas le citer. Et donc là aussi, pourquoi il faut accélérer ? Il faut accélérer pour être capable de travailler avec ces acteurs. Mais je vais pas griller la politesse, je laisserai Clément en parler, parce qu'en fait, c'est ceux qui font qu'on parle le mieux, et je pense que c'est un très bon exemple. Mais en tout cas, il y a cette première nécessité. Et puis, il y a l'innovation de beaucoup plus long terme qui elle-même s'accélère, en fait. L'intelligence artificielle, on en a parlé pendant des années. Et moi, je me considère maintenant comme un ancien, mais je veux dire, quand j'ai fait mes études, j'ai fait un stage sur des réseaux de neurones, et ma conclusion à la fin, c'est que j'avais pas la puissance de calcul pour apporter ce que ça pouvait amener. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est plus une techno de rupture. Elle est là. Les cas d'usage se développent. Par contre, l'hypervélocité, par exemple, qu'on imaginait arriver dans les années 2030-2035, le conflit ukrainien, il y a quelques mois, nous a démontré que les premiers missiles hypervéloces ont été tirés. Donc on a une accélération également dans cette technologie de long terme, où il faut en permanence être capable d'être en situation de vigilance pour adapter notre capacité d'agir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un terrain devant nous de plus en plus complexe en termes de zones de conflictualité, de milieux de conflictualité, qui fait qu'on est amené à faire des choix. On ne peut plus tout soutenir. Donc en fait, il faut qu'on fasse des choix et il faut qu'on soit capable en fait de s'adapter, de prioriser nos choix. Et donc typiquement, quand dans le domaine de l'hypervélocité, on pensait faire quelque chose à échelle 2035 et qu'on voit qu'en fait nos concurrents sont déjà là, il faut qu'on soit capable là aussi d'accélérer. Et puis peut-être la dernière raison d'accélérer, en fait, c'est le tempo des opérations qui nous y contraint. Aujourd'hui, là encore, vous vous comportez pas de la même manière quand vous êtes en temps de paix, en temps de guerre et en temps de guerre de haute intensité. Et donc aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe sur le théâtre ukrainien, une innovation, en fait, sa durée de vie, moi, on était encore à Kiev avec mes équipes il y a 2 mois. Nos homologues nous expliquent que la durée de vie d'une innovation qui s'amène sur le théâtre, en gros, c'est 3 mois. 3 mois après, les forces russes arrivent avec la même techno et en plus reprennent l'avantage par la masse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de s'adapter à ce tempo. Voilà. Je pense que je vais arrêter parce que sinon je vais faire une demi-heure sur ce premier sujet. Mais je crois que voilà trois illustrations majeures et on pourrait donner beaucoup d'illustrations dans le domaine de la lutte anti-drone, dans le domaine du New Space. Mais par exemple, écoutons ceux qui sont un des acteurs de cette accélération. D'un point de vue général, non, je suis d'accord aussi sur l'accélération de l'innovation. Désolé Clément, est-ce que vous pouvez juste rapidement présenter ARX ? Parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Société ARX Systems, nous on travaille sur un nouveau type de propulsion qui est une propulsion dite omnidirectionnelle, donc elle a la capacité de s'orienter dans toutes les directions de l'espace et ça va permettre aux engins propulsés d'avoir des caractéristiques de manœuvrabilité, de vitesse et de résistance que l'on ne trouve pas sur les appareils classiques
Voilà, typiquement. Et je vous invite à venir sur notre stand Pavillon de Generate pour venir voir les vidéos de notre système et notre démonstrateur, pour faire court. Sur la partie accélération de l'innovation, pour moi, c'est lié aux enjeux. Aujourd'hui, il y a, d'un point de vue général, on le voit, les tensions géopolitiques qui se tendent. Il y a des problématiques de sécurité, le sentiment d'insécurité à l'international, je parle bien sûr. Et en fait, les conflits ont changé avec l'accessibilité de différents moyens, différentes méthodes. Avant, l'innovation était réservée entre guillemets à une certaine élite. Fallait des moyens de calcul importants, fallait des composants qui pouvaient coûter très cher. Aujourd'hui, comme vous le rappeliez, l'IA avant c'était très compliqué. Aujourd'hui, on peut intégrer de l'IA dans la plupart des appareils très facilement pour des coûts très faibles. Et donc, c'est ce qui porte la capacité d'innovation. On a des pays étrangers qui vont accélérer l'innovation par du financement de façon très importante, qui vont amener en plus de ça des nouvelles technologies qui vont être complètement démocratisées par le côté dual en fait, qu'on va retrouver après de façon courante sur le marché. Et du coup, d'un point de vue général, on a aussi les conflits qui vont changer avec une guerre entre guillemets d'attrition. On va avoir des conflits où l'innovation va être portée sur le coût, sur la masse, avec encore une fois des composants comme des calculateurs de bord vraiment pas chers qui vont permettre à une démocratisation de l'innovation et à n'importe quel type d'acteur aujourd'hui d'innover et plus simplement à des entités, des pays ou des personnes qui ont accès à des ressources et des moyens financiers très importants. Voilà. Merci. Alors, on a touché pas mal de sujets. Je pense qu'il y a une question qui est importante, c'est évidemment quel est le facteur sous-jacent ou les facteurs sous-jacents qui sont importants. On a évoqué la technologie, la maturité des technologies de calcul de masse, donc cloud ou pas cloud, mais en tout cas de capacité à entraîner des modèles de façon économique. Je pense que c'est ça qui est important, raisonnablement économique pour certains. Donc globalement tout ce qui tourne autour du digital. Est-ce que c'est un sujet de transfert de technologies civiles ou le fameux 80-20? Est-ce que on est capable d'appliquer des technologies civiles avec un niveau de qualité suffisant? Je pense que l'Ukraine est un bon exemple, mais qui permet d'avoir l'effet escompté, même s'il n'est pas parfait, c'est largement suffisant. Est-ce que c'est peut-être des nouvelles méthodes, des nouvelles approches? On parle beaucoup d'agilité, qui est un mot qui est maintenant un peu usé, mais qui malgré tout sur l'Ukraine montre toute sa valeur, d'être capable de faire des prototypes très rapides, des incréments très rapides et pour innover. Ou est-ce que c'est tout bêtement le financement, qui est un vrai sujet en France et en Europe, la masse et le volume de financement qui mécaniquement permet d'aller plus rapidement et mettre plus rapidement des innovations sur le marché. Et je pense que ce serait peut-être intéressant de creuser un tout petit peu plus ce sujet. Donc voilà, est-ce que c'est la dualité, la technologie et certaines briques clés qui sont arrivées à maturité? Et entre guillemets, à partir de là, c'est assez simple. Est-ce que c'est aussi une manière de faire? Vous avez parlé de complexité, je pense que c'est intéressant. Enfin voilà, je veux juste creuser un peu ce sujet qui est intéressant. Alors, moi je dirais il y a 4 points. Le premier point, c'est celui-là, c'est-à-dire que pour accélérer, il faut avoir des méthodes de développement qui nous permettent de gérer cette complexité. Le model-based system engineering, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, qu'on est obligé de faire. Sinon, c'est pas simplement qu'on ne peut pas accélérer, c'est qu'on ne converge pas. Donc, pour des systèmes complexes, c'est obligatoire. Et ce que nous avons implémenté sur nos nouveaux développements, c'est assez extraordinaire sur notre capacité à tout bêtement à maîtriser nos délais et à faire des choses beaucoup plus complexes un peu plus vite. Pas monstrueusement plus vite, un peu plus vite. Ça, c'est le premier point. Peut-être expliquer un tout petit peu le MBSE, Model Based System Engineering. On n'est plus dans le mode. On a un système beaucoup plus intégré sur des chaînes fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mode je spécifie, je développe, j'intègre. Et en particulier quand on a des chaînes fonctionnelles qui sont liées, qui sont liées entre elles, on sait gérer ça. Et pour ça, il faut faire de la simulation. Si on ne fait pas de simulation, on écrit des choses et c'est simplement quand on intègre qu'on se rend compte si ça marche. En général, ça ne marche pas. Donc, c'est pour faire simple, on pourrait aussi passer 1 heure sur le MBSE. Mais alors, le deuxième aspect, c'est évidemment le niveau technologique. On a des aspects, je vais donner 2 exemples chez Thales, dans lesquels les technologies que nous avons dans le civil, puisque Thales est une entreprise qui est moitié civile, moitié dans la défense, c'est des solutions de chiffrement réseau qui viennent de notre division ODIS, Gemalto, que nous avons racheté à haut débit, qu'on voit dans des programmes français. C'est aussi pour les communications 5G. Ça, c'est de la technologie. Il faut noter aussi que, parce que c'est moins fréquent, qu'on a des cas dans lesquels c'est l'inverse. Ce que nous avons développé pour les puces électroniques pour le Rafale, chez UMS,
on l'a fait, ça a été utilisé dans l'automobile. Alors vous pouvez me dire c'est pas très important pour la décence. Si, c'est important pour les coûts. Et donc ça marche aussi dans l'autre sens, de manière convaincante, mais moins importante. Et puis, alors après au niveau système, on a au niveau grand système, on a un certain nombre et au-delà des manières de développer qui peuvent être communes, on n'a pas forcément les mêmes problématiques dans la défense et le militaire, parce qu'on a même si on a des systèmes cousins, on n'a pas forcément les mêmes problématiques en termes de complexité. Je peux donner un exemple. Un radar on peut dire un radar de contrôle de trafic aérien, c'est pas très différent d'un radar militaire, un radar sol. Mais ce qu'on veut dans un radar de contrôle de trafic aérien, c'est qu'il ait une extraordinairement grande fiabilité. Il n'y a pas de problématique de résistance au brouillage. Pour un radar de militaire, la fiabilité elle est importante, mais c'est surtout ce qu'on veut c'est qu'il résiste au brouillage, qu'il peut voir des cibles plus rapides, plus lentes, plus petites, plus brouillantes. Donc ce sont des choses qui sont différentes. Donc il y a des limites. Mais il y a des choses qui peuvent aussi fonctionner. Le dernier, c'est les technologies facilitantes, qui peuvent être des technologies civiles. On en a un petit peu parlé. Pour faire du MBSE, il faut des grosses puissances de calcul. Ces grosses puissances de calcul, elles viennent du civil. Alors c'est pas la puissance de calcul du système, c'est la puissance du calcul qui permet de développer système. La même chose, on va dire, dans la cryogénie pour l'optronique. La cryogénie qui peut venir du civil, qui nous permet de faire de l'optronique dans le militaire. Puis évidemment, et ça va venir et c'est extrêmement excitant, c'est le quantique, puisque grâce au quantique, on va pouvoir faire dans le militaire, en particulier une antenne radio quantique qui ouvre des portes mais qui vont amener à des systèmes qui vont être quand même très complexes. Donc qui ont besoin du point que j'ai dit avant. Il n'en reste pas moins que ça a des limites, puisque pour un certain nombre de systèmes, nous devons développer des composants électroniques qui sont purement militaires. Soit ils sont purement militaires parce qu'ils n'existent pas dans le civil, soit on doit les développer parce qu'il y a une problématique de souveraineté. Et ça, ces développements, il faut les faire, il faut les maturer, et développer un composant électronique, c'est pas quelque chose sur lequel on va changer tous les 3 jours. C'est quand même un tout petit peu plus. Il y a des limites physiques à l'accélération. Il y a des limites physiques. Et moi, je dirais, si on a des systèmes très innovants, en particulier sur les données, si on a beaucoup de données, c'est parce qu'on a des systèmes qui génèrent ces données. Et si on a des systèmes qui génèrent ces données, c'est parce qu'on a du hardware et de l'architecture système. Donc, il y a vraiment le trépied architecture système, hardware, software. Peut-être Clément, une réaction sur je sais pas, le financement, les technologies ou peut-être les nouvelles méthodes. Enfin, je ne sais pas si le MBSE, par exemple, le Model Based Engineering, chez ARIX, c'est un bon exemple ou pas. Non, c'est pas l'exemple direct. Nous, on va travailler plus sur de la méthode agile, forcément, surtout en développant une innovation quand on part d'une feuille blanche. Juste d'une idée, d'un concept, on teste, on essaye, on développe. Je parlais tout à l'heure de l'accessibilité de certains moyens. Il y a des moyens de calcul dont on parlait avant qui permettent d'accélérer l'innovation sans forcément avoir à tester pour simuler, optimiser. Ça reste quand même des moyens un peu coûteux. C'est là où l'aspect financier rentre en compte. Faut être capable d'être agile et de trouver des solutions sans forcément de moyens financiers, surtout au départ. Sur la partie financement, d'un point de vue général, elle accélère quand même les mentalités autour du financement de l'aéronautique, du spatial et de la défense sont en train de changer et de bouger, puisque les parties prenantes, on va dire, ont fait le bon travail à ce niveau-là sur les mentalités associées. Mais d'un point de vue général aussi, c'est lié au contexte actuel où on voit d'autres pays, et je pense qu'il y a un cas à la fin justement qui est relativement parlant, typiquement en Duril, où aujourd'hui certains pays vont soutenir de façon extrême l'innovation avec beaucoup de moyens, et c'est ce qui permet l'accélération. Après, d'un point de vue général, comme vous le disiez avant, 3 mois de survie d'une innovation. L'innovation s'accélère elle-même, en fait. Tout de suite, dès qu'on fait la démonstration d'une innovation, faut être agile, faut réagir de suite, faut savoir réinnover. Et donc, en fait, c'est un cercle qui s'entretient en permanence. On le voit sur de nombreuses technologies. On voit la guerre à l'IA depuis 1 an, entre guillemets, mais aussi sur les composants hardware qui sont associés. On voit cette accélération et les moyens financiers qui sont mis en face, qui sont nécessaires pour maintenir cette accélération et qui
de ce fait, lié à ce besoin de vitesse, impose des méthodes agiles pour arriver à développer les technologies. Merci. Et peut-être Patrick, une réaction. Il y a quelque chose qu'on a mentionné qui est la capacité à tester. Alors, soit en conditions opérationnelles, soit ou simulées, mais en tout cas, est-ce que c'est aussi intéressant peut-être d'accélérer sur ce sujet ? L'expérimentation est une des méthodes de base de l'innovation et surtout de l'accélération de l'innovation. C'est très clairement les choses qu'on promeut, notamment sur les solutions, les technologies qu'on peut aller capter à l'extérieur. L'idée, c'est de les tester au plus vite en les mettant dans les mains d'un opérationnel. Et pour revenir sur quelque chose qui a peut-être été dit au début, l'idée, c'est aussi d'être capable chez nous, je pense à nos utilisateurs, d'accepter d'avoir un produit qui répond peut-être à 85-90% de leurs besoins, mais tout de suite, plutôt que le produit idéal dans 3 ans. Donc ça c'est clairement quelque chose qui rentre complètement en ligne de compte aujourd'hui et qui explique aussi qu'on est capable d'accélérer parce qu'on est capable de renverser ce mode de pensée. Peut-être insister quand même sur 2 points et 2 points de vigilance par rapport à ce que vous avez dit. Je crois que vous avez parlé de dualité. C'est vraiment quand même quelque chose qui, dans le domaine militaire, explique aussi une grosse partie de cette accélération. Parce qu'en fait, si on se regarde, très franchement, la majorité des technologies qui nous intéressent sont complètement duales, à part un petit peu alors de guerre électronique, c'est sûr, de furtivité, de dissuasion. Tout le reste, c'est des technos duales. De temps en temps, avec des environnements d'utilisation qui vont être différents, et c'est là-dessus qu'on va agir. Mais néanmoins, ça veut dire qu'en fait, la base avec laquelle on peut travailler et les moyens financiers qui vont soutenir la montée en maturité de ces technologies n'a plus rien à voir. Et on peut se satisfaire qu'en plus, ces technologies duales, elles sont soutenues par des financements interministériels. Je pense à France 2030 en France, mais en Europe, avec Horizon Europe. Donc en fait, on a tout un panel d'outils qui viennent favoriser la montée en maturité de ces technos. Et en fait, la défense, finalement, elle change un peu sa politique d'investissement en venant soit investir en complémentarité pour accélérer une feuille de route, ou alors uniquement en investissant là où, bien sûr, le civil n'ira pas. Et c'est les domaines que j'ai cités précédemment. Donc ça, c'est peut-être le premier point qui explique quand même tout ça. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a quand même une évolution. Enfin, moi, je l'ai constaté depuis 2015, je pense, dans la manière dont les grands groupes et l'État tient compte de tout ce qui se passe côté PME, start-up. Je pense que, Philippe, je pense que tu me contrediras pas en disant que la manière dont un grand groupe comme Thales travaille avec cet écosystème a considérablement évolué ces dernières années. C'est absolument clair. Voilà. Et donc ça aussi, ça facilite l'intégration de ces solutions. Et d'ailleurs, c'est notre rôle ensemble, quand on construit un système, de construire des architectures qui vont permettre d'amener de manière incrémentale ces innovations. Et du fait, j'avais dit 2 points de vigilance, et je veux pas être trop long. Point de vigilance, c'est, on a parlé de ce tempo de durée d'une innovation. Et ça veut dire que ça nous interpelle parce qu'en fait, encore une fois, la France aujourd'hui est pas en guerre, soutient un effort en Ukraine, et il faut réfléchir à ce que ça nous dit. Une techno qui vient tous les 3 mois, ça veut dire qu'en fait nous, il faut qu'on soit capable d'aider notre base industrielle à être dans ce tempo-là, dans ce mood-là. Mais bien sûr, on n'est pas encore en guerre, donc ça sert à rien d'acheter aujourd'hui en quantité des drones qui seront obsolètes dans 3 mois. C'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est donner à la fois cette visibilité à notre base industrielle avec de la commande, mais aussi la challenger sur le fait de se maintenir dans cet état de vigilance, être capable d'apporter de l'innovation en permanence. Donc ça passe par des challenges, ça passe par des défis, des appels à projets, où on ne va pas forcément acheter le projet derrière, mais par contre on va maintenir cet état de vigilance et cette capacité à amener de l'innovation. Et puis par contre, l'autre point de vigilance, c'est l'investissement, par contre, où là je suis moins positif. On a un vrai sujet, notamment pour les petites pépites techno qu'on voudrait accompagner. Et voilà, nous on a fait ce constat depuis plusieurs années. On a même créé un fonds d'investissement au sein du ministère, au sein de l'Agence d'innovation de défense, qui s'appelle le Fonds Innovation Défense, pour essayer de faire effet de levier. Mais on manque d'acteurs. Voilà, je lance pas un appel là, mais ça n'empêche un constat que je fais, c'est que l'investissement dans l'industrie de défense, même si le contexte a changé depuis 2022, il reste compliqué, ça reste une vraie bataille, et donc ça c'est un vrai point de vigilance. Et effectivement, je pense qu'il faut... Ouais. Justement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il y a une très grande complémentarité dans les types d'innovation entre un composant électronique et ce que fait RX par exemple. Il y a aussi une chose assez intéressante, c'est que le groupe Thales fait partie des grands groupes qui exportent beaucoup.
Et beaucoup de pays dans lesquels nous exportons veulent qu'on travaille avec les entreprises de type start-up chez elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Et c'est difficile. On a appris en France, on a encore beaucoup à apprendre, on a appris en France, c'est difficile de travailler dans d'autres pays, mais ces entreprises, elles existent aussi. Enfin, en tout cas, elles veulent exister. Pas si facile. Oui, c'est exactement. Je voulais aborder ce point-là, c'est que il faut pas opposer, je pense, les startups, les grands groupes ou les grands programmes, etc. Et par contre, c'est plutôt comment intégrer de manière, je sais pas, si c'est modulaire ou en tout cas d'anticiper l'intégration de ce type d'acteurs ou de ce type de produits, solutions, systèmes, effectivement. Et donc du coup, quels enjeux pour un industriel, pour un donneur d'ordre et puis pour un acteur innovant, quels enjeux, comment on s'adapte, comment on s'inspire de ce qui se fait? Est-ce qu'il y a une notion de prise de risque qui a changé pour un industriel, par exemple? Est-ce qu'il faut être capable de... On parlait de faire des choix. Donc il y a aussi une notion de se dire, finalement, il y a 10 technos, il y a 10 acteurs sur le marché. Celui auquel je crois ou celui qui me semble prometteur, c'est celui-là plus que d'autres. Ou d'avoir une logique peut-être d'investisseur, capital risque. Je mise sur 10 projets, il y en aura peut-être un qui sera réussi. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'il y a des enjeux derrière, de changement de mentalité, de culture aussi au sein des entreprises? Et donc de collaboration derrière pour mieux travailler avec ces acteurs. Alors, moi, je dirais sur deux choses. Il y a d'abord, pour nous qui faisons des grands équipements, des grands systèmes, c'est d'avoir des architectures qui permettent d'intégrer des briques qui viennent d'autres. Donc, c'est des architectures plus ouvertes qui permettent d'intégrer des briques software, mais aussi hardware, qui permettent, venant d'autres entreprises, briques qu'on peut éventuellement changer plus vite. Ça nécessite aussi que notre manière de contracter avec la DGA en France change un petit peu. On ne peut plus être dans un mode dans lequel on fait une spécification, puis rendez-vous dans 2, 3, 4 ans avec un système qui correspond aux spécifications qu'on vous a données. Ça, c'est quelque chose qui doit changer, qui change un peu, on va dire à un certain rythme. On pourrait peut-être de temps en temps un peu accélérer, si je peux me permettre. Ça, c'est un point. Et puis après, en fait, la prise de risque, nous, industriels, on a toujours pris des risques. La meilleure preuve, c'est qu'on a eu des programmes sur lesquels on a des difficultés. Si on ne prenait pas le fait qu'on a des programmes dans lesquels on réussit après des difficultés, ça veut dire qu'on a pris des risques. Et donc, on l'a pris, on les prend de manière différente. Et puis, je dirais, on les prend conjointement avec les entreprises avec lesquelles qu'on intègre, avec lesquelles on travaille, justement en se permettant de se dire, bah voilà, ça, si ça fonctionne pas, on saura faire autrement. On aura un plan B, on aura plusieurs solutions. Et ça, on a déjà des exemples dans lesquels on travaille là-dedans, notamment dans le domaine du logiciel, sur des algorithmes pour du radar, par exemple avec de l'intelligence artificielle, avec des choses qui volent déjà. Peut-être Clément pour commenter sur la collaboration avec les grands groupes. Sur la partie grand groupe, en fait, d'un point de vue général, ce serait plus la mentalité, on va dire, et le positionnement vis-à-vis des startups. Ce qui compte vraiment pour nous, c'est le T0 sur le lancement d'un projet, que ce soit avec un grand groupe ou la partie plus étatique. Et justement, par rapport à ça, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est d'avoir des niveaux de maturité technologique assez avancés, sous forme plug and play, pour être testé avec d'autres systèmes. Mais il faut atteindre déjà ce niveau de maturité pour pouvoir travailler. Et la grosse problématique, c'est cette espèce de vallée de la mort qu'il y a entre les deux, où nous, on est obligé de trouver des moyens de financement. Même avec un petit démonstrateur technologique, il y a toute la problématique de passer d'un démonstrateur à un premier système testable. Et en fait, cet entre-deux est dangereux pour les startups et dangereuse pour l'innovation, puisque les grands groupes vont mettre du temps à se positionner, la partie étatique également. Et là, c'est une façon de travailler, une mentalité aussi qu'il peut y avoir. À titre d'exemple, nous, chez RX, on a développé l'approche de plateforme, l'approche plug and play pour pouvoir faire des essais expérimentations. Et en fait, toute la problématique qu'il y a eu, c'est le T0 sur le lancement du projet. Donc, on nous demande d'atteindre des niveaux de maturité technologique très longs. Donc on va passer 1 an à développer pour être au standard attendu avec le bon TRL. Sauf qu'entre-temps, l'innovation avance. Comme vous le disiez, d'autres sociétés peuvent prendre les devants vis-à-vis de cette technologie. Il y a le risque aussi d'échec tout simplement de la société vis-à-vis de la problématique de financement. Et en fait, quand on arrive au moment où on a le TRL ou au moment où la brique est prête, on lance les discussions. Et là, on peut se retrouver avec 6 mois, 1 an de discussion entre le début et le lancement de la discussion et le lancement du projet. Et donc on se retrouve avec
une temporalité très longue qui, elle, freine l'accélération. Parce qu'aujourd'hui, les deux sociétés ne sont pas sur les mêmes temporalités. Quand on parle pour une start-up de temporalité, c'est quelques mois, là où un grand groupe, lui, a le temps, et la partie étatique aussi a le temps vis-à-vis de ça, et les process justement qui sont associés. Donc c'est la mentalité et les process de gestion de l'innovation vis-à-vis d'acteurs qui sont théoriquement beaucoup plus rapides qu'il faut revoir. Peut-être Patrick, pour commenter, est-ce qu'il n'y a pas du coup une nécessité peut-être de créativité administrative dans les modes de contractualisation, de simplification, de trouver, d'innover sur cet aspect-là? C'est très très clair. En fait, un de mes enjeux, c'est de créer en fait l'environnement favorable pour l'innovation. En fait, j'ai deux enjeux. Un, c'est d'avoir suffisamment de budget pour la soutenir. Mais bon, très clairement, on a une autre programmation militaire quand même pour ça, qui a confirmé une impulsion. Mais le deuxième grand enjeu, et il est peut-être plus difficile à comprendre parce que, en effet, les acteurs attendent d'abord du soutien financier, mais le deuxième grand enjeu, c'est vraiment de créer l'environnement favorable. Ça veut dire lutter contre la régulation excessive, faciliter les expérimentations et les essais, et on le fait typiquement. Dans le domaine de l'expérimentation des drones ou des autorisations de vol des drones, il y a un nouvel arrêté qui a été publié l'an dernier en mars 2023 qui donne des facilités supplémentaires et notamment de la subsidiarité aux autorités d'emploi pour autoriser l'utilisation de drones, qui se rapproche beaucoup de la réglementation civile et qui nous a permis d'accélérer dans le domaine. Mais oui, lutte contre la régulation excessive, simplification administrative et puis en permanence challenger les modes d'acquisition. Je crois que Philippe a parlé de contrats avec des quantités de spécifications, d'exigences, etc. Donc oui, on a inventé ou en tout cas à aller chercher les limites de ce qu'on a le droit de faire. Il y a des outils qui existent et qui nécessitent par contre de se poser les bonnes questions au bon moment. Quand on lance un projet d'innovation, en fait, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que je veux regarder pour étudier un concept, voir s'il y a un potentiel, etc. Ou est-ce que je veux l'expérimenter dans l'idée de l'acheter et de passer en série si ça marche? Et on ne va pas utiliser le même vecteur derrière pour le soutenir. Si je veux juste faire un concept, je vais couper dans les virages, je vais aller au plus vite. Si derrière j'ai l'intention de passer à l'étape d'après, ça mérite de passer un peu plus de temps dans la préparation de son projet pour préparer cette étape-là et ne pas se retrouver avec cette vallée de la mort. Donc oui, on a cet enjeu. Mais on a des possibilités, on a des solutions. Typiquement, ne pas faire des specs à plusieurs centaines d'exigences, ça existe. J'aime bien rappeler qu'en 2022, quand on avait fait le constat qu'il n'y avait pas de solution française souveraine dans le domaine des munitions téléopérées, l'agence de l'innovation de défense a lancé des appels à projets dans ce domaine-là. Pour essayer de stimuler notre base industrielle. Et en fait, nos spécifications, elles tenaient en 1 page et demie, elles avaient 4 exigences techniques et 2 contraintes. Les 4 exigences techniques, c'était le type d'objet qu'on voulait aller tirer, la précision métrique, l'autonomie, X dizaines de minutes, et le volume, la distance à laquelle on voulait intervenir. Il y avait 1 à 5 km, 1 à 50. 4 exigences techniques, 2 contraintes, une contrainte calendaire, on voulait une démonstration en 12 mois, et une contrainte financière, on voulait que le coût de série de l'équipement qui allait sortir soit inférieur à tel prix, en fait, pour avoir une chance de répondre au modèle économique nécessaire. Parce qu'une munition téléopérée, si elle coûte 2 millions d'euros, on va jamais l'utiliser. Donc voilà. 4 exigences techniques, et on a lancé ça. Il y a eu deux candidats retenus. On a lancé en mai 2022, on a choisi les candidats en septembre 2022, on a passé les 2 contrats en décembre 22, en février 23. Les 2 ont tenu leur délai de faire une démo dans moins d'1 an. Il y a eu une compétition derrière lancée par la DGA avec plusieurs acteurs, pas que les 2 là, ce qui veut dire qu'on avait vraiment stimulé, qu'il y en a d'autres qui ont continué. Il y a eu, le marché a été attribué, enfin les candidats ont été annoncés avant-hier. Mais voilà, donc on sait le faire. Il faut choisir les bons cas et il faut continuer à se battre pour réussir à challenger ça et créer l'environnement à chaque fois que possible. Et merci, c'est un bon exemple effectivement. Et pour revenir à l'exemple d'Anduril, qui est effectivement très bien financé, mais avec ses manières de faire ou ses méthodes, ils sont capables effectivement de livrer en avance et d'évoluer plus rapidement. Donc je pense que c'est un bon exemple, en tout cas c'est une bonne leçon. Donc il y a des difficultés, des challenges, des enjeux, il y a aussi des opportunités. Cette accélération pour les acteurs français, européens, c'est aussi potentiellement des nouveaux marchés ou des nouveaux partenariats. Sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a là aussi des opportunités d'aller plus vite, en s'associant peut-être avec des acteurs un peu plus exotiques? Enfin voilà, comment vous voyez le sujet de cette accélération comme aussi une opportunité
au-delà de simplement un défi d'adaptation et de transformation? Bon, l'opportunité, elle existe en Europe, avec les fonds européens, chez Thales, on a beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, on est présent dans énormément de projets. Certains, nous sommes leaders, certains, nous ne sommes pas leaders. On est participants avec des pays des pays d'Europe, avec lesquels on n'aurait pas forcément des entreprises dans des pays avec lesquels on n'aurait pas forcément eu l'idée de travailler. Donc ça a été un très bon stimulus pour nous faire travailler ensemble et trouver des solutions ensemble. Bon, la limite de ça, c'est les problématiques de souveraineté. Donc, il faut qu'on soit bien clair sur là où on veut être souverain et de quelle manière on veut être souverain. Est-ce que là, on parle de souveraineté française, de souveraineté européenne, bien savoir quelles sont nos limites. Et ça, il faut le savoir à l'avance. Avec des compréhensions de souveraineté assez différentes qui sont des pays. Absolument très variées. La problématique de souveraineté telle que nous on la voit, mais il y a effectivement plein de manières de voir. C'est notre capacité à pouvoir produire quelles que soient les conditions. C'en est c'est une qui nous paraît extrêmement importante. Un autre aspect, évidemment, les problématiques de contrôle d'exportation, puisque dans le domaine de la défense, la plupart de nos modèles ne fonctionnent que si on arrive à exporter. Si on ne peut pas exporter, il y a certains cas dans lesquels on n'exporte pas, évidemment. Les sonars pour les sous-marins nucléaires, on ne les exporte pas, mais c'est comme des exceptions. C'est des grosses exceptions en termes d'argent, mais c'est quand même des exceptions. Donc voilà. Donc oui, il y a des gens avec les fonds européens. On a déjà expérimenté des opportunités avec des choses qui avancent bien. Je pense qu'on en est encore qu'au début. Il va falloir continuer à avancer là-dessus. Maintenant, il faut voir que quand on regarde les dépenses de R&D, les fonds européens, ça sera jamais une majorité. Ça restera finalement pas très gros. Mais c'est une opportunité pour nous de travailler avec d'autres. On a eu des très bonnes surprises dans les pays baltes, par exemple, avec des entreprises vraiment très intéressantes et avec lesquelles la manière de fonctionner était très bonne. Peut-être Patrick, un commentaire? Oui, simplement, en effet, par rapport à la question qui était opportunité et accélération, en fait, moi, je vois les choses je vois quand même un peu une frontière, autant où en effet il y a des opportunités et notamment sur les coopérations, et tant mieux, parce qu'en fait on a tellement de challenges à relever qu'en fait on a besoin de partenaires, et en effet on peut que saluer cette initiative du Fonds de défense. C'est quand même la première fois que l'Europe investit dans sa défense, et investit avec des volumes qui sont pas négligeables. Donc il faut souligner ça. Il y a des initiatives au niveau de l'OTAN, il y a des coopération bilatérale, multilatérale, et donc en effet on a des opportunités de traiter des sujets ensemble, permettre de traiter plus de sujets. Ça permet aussi de prendre en compte tout de suite des problématiques d'interopérabilité, etc., et donc de faciliter la réponse opérationnelle. Le seul bémol que je veux mettre, et j'aurais peut-être dû renverser pour finir par la touche positive, c'est que quand même ça accélère pas. Très clairement, le Fonds européen de défense, alors on est en plein dans ce qu'on appelle la mid-term review, donc c'est-à-dire qu'on fait l'analyse à mi-parcours de ce fonds qui a été créé en 2021, mais en fait un call du Fonds européen de défense qui est un appel à projet du Fonds européen de défense qui est publié traditionnellement en fin d'année N, les sélections en milieu d'année N. Les réponses sont demandées pour la fin de l'année N. Les sélections ont lieu au milieu de l'année N+1 pour des premiers fonds qui arrivent l'année N+2. Et après, il faut passer un contrat où il y a X partenaires, et des fois X est supérieur à 20. Je peux vous promettre que chez nous, les gens qui sont en charge de ça, ils s'arrachent les cheveux. Donc on parlait de simplification à notre niveau. Voilà, il va falloir aussi qu'on réussisse, et c'est des sujets qu'on pousse dans cette mid-term review, qu'on réussisse à simplifier ça aussi. Donc oui, il y a beaucoup d'opportunités, mais par contre aujourd'hui ça n'accélère pas. Ça donne par contre accès à un marché beaucoup plus large, et ça c'est nécessaire parce qu'encore une fois, on sait que notre industrie a besoin de ce marché plus large. Donc très positif sur ça, très positif sur le fait que ça donne des bons signaux, très positif sur le fait que ça va aider l'interopérabilité, mais par contre il faut encore continuer à lutter pour faire en sorte que ça aille plus vite et que ça prenne moins de temps, moins de charge humaine. Je suis complètement d'accord sur la partie charge et temps. Aujourd'hui, la grosse problématique, justement,
On en a parlé plusieurs fois autour de l'innovation, c'est la partie du financement. C'est souvent des financements qui n'interviennent en raison du cahier des charges qu'après le passage de la vallée de la mort, qui ont des niveaux d'exigence extrêmement élevés, que ce soit en termes de TRL ou de niveau de fonds propres, auxquels des petites sociétés ne peuvent pas prétendre forcément. Et donc c'est là où il y a tout un tas de blocages. Je suis d'accord, c'est des signaux très positifs, mais aujourd'hui qui ne sont pas forcément adaptés pour certains niveaux de TRL, pour certains niveaux de maturité et d'innovation. En revanche, je pense que ça a eu un double effet, c'est que beaucoup de sociétés justement ne sont pas capables d'y prétendre et aujourd'hui travaillent ensemble. On le voit, Thales a présenté publiquement la Drone Warfare. On le voit sur l'écosystème drone aujourd'hui où les sociétés françaises n'ont pas la capacité d'aller jusqu'au bout d'un produit, ont toutes développé des innovations et des briques spécifiques et pour continuer à rester dans la course, décident d'elles-mêmes de travailler ensemble. On le voit sur le principe de la filière drone justement de la DIF où les relations permettent justement d'innover ensemble. Et il y a tout un tas de discussions sur d'autres pôles de compétitivité ou d'autres parties de la filière où en fait les sociétés justement font entre guillemets elles-mêmes ce travail-là, de venir ensemble proposer de l'innovation en commun, travailler ensemble, souvent avec l'aide de grands groupes qui ont les briques manquantes, qui ont la capacité de soutenir les projets. Justement, donc la Drone Warfare est un bon exemple pour cette partie-là. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités au national qui se créent d'elles-mêmes. Et l'appel à projet Colibri et l'Arinae est un bon exemple, puisque au-delà de, on va dire, mettre la main dans la filière et essayer de secouer tout le monde, ça a permis de créer des liens avec de nombreuses sociétés avec qui, nous, à titre d'exemple, on continue de discuter, de proposer des appels à projets et de collaborer, justement parce que là, à ce niveau-là, l'État a joué le jeu. Mais encore une fois, les opportunités manquent au niveau du financement. Merci beaucoup. Alors peut-être le mot de la fin avant de passer aux questions et d'ouvrir aussi si vous voulez poser quelques questions. Finalement, qu'est-ce qui va changer ou est-ce que les choses vont changer dans les 5 à 10 prochaines années ? Quelle est votre peut-être perspective ? On a parlé de travail en écosystème, de collaboration, d'inventer de nouvelles choses. Quelle est votre perspective ? Sachant qu'on est sur un temps long, dans un secteur où le temps est... Il y a un point qui, pour moi, est fondamental, j'en ai déjà parlé, c'est les méthodes de développement. Ça va devenir des choses qui sont vues maintenant comme des méthodes de développement nouvelles, vont devenir la norme. Ça, c'est parce que la lutte entre l'accélération de la complexité et la nécessité d'accélérer, il ne faut pas que ce soit le premier qui gagne, il faut que ce soit le deuxième qui gagne. Donc ça, c'est absolument essentiel. À l'intérieur de ça, il y a, comme l'a dit Patrick, l'aspect de tester plus tôt. Alors c'est évidemment plus facile dans certains domaines que dans d'autres. Pour un avion de chasse, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est aussi plus difficile dans un domaine dans lequel les menaces, notamment la menace cyber, devient de plus en plus importante. Donc on faut faire très attention à ça. Mais c'est ça qui va nous permettre de changer. Il en restera qu'il y a des technologies qui doivent continuer à maturer, on va dire à l'origine, qu'on peut accélérer. Les composants électroniques, c'est évidemment le cas. Et puis pour permettre ça, c'est l'organisation, à la fois à l'intérieur des grands groupes, ce que nous faisons en cyber à La Ruche, près de Rennes, ce que nous faisons dans notre nouvelle organisation dans l'intelligence artificielle, et puis de mieux travailler. On a commencé à le faire, c'est évidemment perfectible, avec d'autres entreprises de plus petite taille. Alors, je dis start-up, mais ce n'est pas que des start-up, des entreprises de plus petite taille qui n'ont pas les mêmes problématiques que nous, pas les mêmes problématiques techniques, pas les mêmes problématiques de financement. De toute façon, nous, on n'a pas le choix. Ce qui compte in fine, c'est la vitesse de la demande. Et on répondra à cette vitesse de la demande. Quand la demande évoluait avec une vitesse faible, on allait lentement. La demande évoluant avec une grande vitesse, on va évoluer pour répondre plus rapidement à cette demande. Patrick, oui. Alors, ce qui va changer, déjà, la première chose, c'est presque un vœu. Je pense que ce qui va changer, c'est que ce qu'on a lancé, les actions qu'on mène depuis un certain temps vont continuer à se concrétiser, donc vont et c'est vraiment mon vœu et je me bats tous les jours pour ça, amener cet environnement favorable. Donc ça, je pense, c'est la première chose. La deuxième, c'est certainement, là, je pense que je joue pas les visionnaires, mais l'accélération dont on parlait au début, j'ai presque rebouclé un peu là-dessus. Elle continue et donc on voit comment l'IA générative nous a bousculé là en 2 ans. Je pense que c'est peut-être rien
par rapport à ce que l'arrivée et la montée en maturité des technologies du quantique peut amener comme perturbation ou changement ou possibilité dans les Opportunité incroyable. Voilà, incroyable. Exactement, dans les quelques années à venir. Tout le monde regarde le quantique en mettant la main pour aller voir loin. Non. Au niveau des capteurs, c'est déjà là. Juste pour faire cocorico, soyons fiers, on a livré le premier gravimètre quantique de série, donc sur une plateforme de la Marine nationale, en ce début d'année. Il y a des travaux dans le domaine des capteurs de guerre électronique, dans le domaine du positionnement de la navigation à base de technologies quantiques qui vont arriver c'est vraiment une question de mois, d'années. Donc c'est là. Bien sûr, se préparer à la crypto post-quantique pour être robuste à l'arrivée de l'ordinateur. Et l'ordinateur quantique, c'est aussi une question d'années. Avec différents niveaux de maturité. Peut-être pas celui qu'on imaginait il y a 5 ans, mais celui qui un peu aujourd'hui, comme un calcul de puissance avec des CPU et des GPU, sera un mixte entre du calculateur HPC et une partie quantique, et qui permettra de résoudre des problèmes dans le domaine de la simulation, dans le domaine de la chimie, des nouveaux matériaux auxquels on a du mal à imaginer aujourd'hui. Donc je pense que ça, c'est vraiment ce qui va changer. Et donc notre métier, notre rôle, c'est aussi de se préparer à ça et de préparer même les coups d'après, et donc de continuer à garder les yeux ouverts. Moi, je me rappelle, à l'Agence d'innovation défense, on avait lancé une initiative pour essayer de regarder un peu le futur avec d'autres regards, et on a lancé quelque chose, j'espère que vous avez entendu parler, qui s'appelait la Red Team Défense, où on faisait appel à des auteurs de science-fiction en leur demandant de nous challenger, de nous faire peur, de nous inventer des scénarios de menaces. Et un des premiers scénarios de menaces qu'ils nous avaient soumis, début 2020, en fait, nous projetait dans des mondes virtuels où chacun vivait il n'y avait plus de réalité partagée. En fait, avec des technologies d'abonnement, de lentilles intelligentes, etc., chacun vivait dans son monde à lui, celui qui correspondait, comme vous avez un abonnement de Netflix aujourd'hui. En fait, c'était le métaverse, quelques mois avant les annonces de Meta. Et d'ailleurs, j'avais dit aux auteurs de science-fiction, waouh, vous avez trouvé le métavers quelques mois avant Meta, et il m'a dit, ok, mais c'est qu'on n'a pas fait notre job. En fait, on n'a pas pensé assez loin. C'est pas ça que vous nous avez demandé. Mais néanmoins, personne n'était capable début 2020 d'imaginer ça. Et voilà. Et donc, il y a ce qu'on a lancé qui va arriver. 2, ce qu'on voit arriver et qui peut être vraiment bouleversant comme les technologies du quantique. Et 3, continuer à regarder parce que c'est pas fini, quoi. Alors Clément, 5 à 10 ans, c'est long pour une start-up, donc je ne sais pas si c'est la bonne question. C'est très long pour une start-up, mais je suis relativement confiant sur la suite, dans le sens où l'innovation suit toujours, on va dire, mon point de vue, une tendance exponentielle. Justement, c'est le principe de l'accélération. On a monté la société il y a 3 ans et on voit toutes les relations qui ont complètement changé. En fait, avec le contexte actuel, l'ensemble des parties prenantes ont bien évolué, que ce soit les filières, que ce soit les grands groupes ou même côté étatique. On voit les discussions qui s'accélèrent, on voit les mentalités qui changent sur la partie méthode de travail, sur la partie process, la connaissance de cette vallée de la mort. Justement, les cas d'application qui deviennent plus rapidement accessibles et toutes les spécifications associées pour faire de l'essai expérimentation. On le voit beaucoup avec les drones, puisque c'est un réel enjeu de pouvoir les faire voler, surtout en fonction des performances qu'on souhaite atteindre. Donc je suis relativement confiant là-dessus, puisque on voit que ça change, on voit que ça bouge, et pour finir, j'espère que dans 5 ans, on pourra dire que j'avais raison. En tout cas, merci à tous. Peut-être s'il y a 1 ou 2 questions dans l'Assemblée. Oui. Est-ce que vous pouvez... Bonjour, Rudy Rittenberg pour Defense News. Il y a un grand projet qui n'a pas été trop mentionné, c'est le SCAF, bien évidemment. Il y a des autres projets d'avions dites 6e génération partout dans le monde. Et j'ai 2 questions dessus. Comment est-ce que rassurer que l'innovation qui passe, vous avez mentionné, Monsieur Aufort, une innovation fulgurante, comment est-ce qu'on va le prendre en compte sur des programme qui risque d'être très fixé, disons, sur un cap. Et comment est-ce que l'approche d'innovation dans le projet SCAF se compare avec les autres projets qu'on voit en Angleterre, Japon et en les États-Unis, par exemple? Merci. Alors, je peux en parler, mais tu compléteras, Philippe.
C'est une très bonne question en fait, et quelque part qui rappelle un certain nombre des principes qu'on a essayé d'énoncer. C'est que quand on lance un projet comme le SCAF, on sait qu'aujourd'hui, alors déjà, bon, c'est un système de système, donc il y a énormément de briques dans le SCAF. C'est-à-dire que sur chacune des briques, il faut absolument qu'on les conçoive. Et quand le on, c'est les partenaires industriels, les partenaires étatiques dans la coopération concernée. Il faut qu'ils soient conçus justement pour être capables d'intégrer des solutions et des évolutions de manière incrémentale. On sait très très bien que typiquement les solutions de communication qu'on va livrer en 2040 n'existent peut-être pas aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est bien l'architecture de base et les méthodes de conception qui doivent être prises en compte tout de suite. Et puis c'est pas que technique, c'est aussi les outils contractuels qu'on va utiliser et l'environnement qu'on va générer de partenaires qu'on va générer autour du projet. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des contrats qui permettent d'inciter l'innovation et très franchement c'est ce qui a été fait dès le début. Il y a un principe dans les premières études du SCAF. Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont prévus pour aller vers des partenaires innovants, des acteurs émergents, pour les stimuler, qu'ils apportent des solutions aux intégrateurs. C'est un système, ça s'appelle les tokens, des jetons, où on va à la recherche d'acteurs qui vont pouvoir permettre d'amener des solutions. Et bien sûr, c'est un écosystème qu'il va falloir accompagner tout au long de la phase de développement du programme. Donc ça, c'est une première réponse. La prise en compte dès le début dans les architectures, dans les méthodes, et y compris jusqu'au contrat et dans l'accompagnement de l'écosystème. Je n'irai pas jusqu'à la comparaison avec les programmes étrangers, parce qu'en fait, si je connais leur périmètre technique, je ne connais pas la manière dont ils les contractualisent. Donc j'aurais du mal à vous dire qu'on fait mieux, qu'on fait différent, qu'on fait pareil. Donc ça, j'avoue que je ne sais pas le répondre là-dessus. Mais en tout cas, c'est clair que c'est quelque chose qu'on a pris en compte dès le début et qu'on avait d'ailleurs déjà un peu déverminé par des méthodologies un peu particulières. On a fait en accompagnement du RAPAL et en préparation du SCAF d'ailleurs un programme qui s'appelait MMT pour Man Machine Teaming, où justement on a testé ces méthodes pour faire de la stimulation d'écosystèmes et de travail grand groupe acteurs innovants. On l'a fait dans le domaine donc aéro, on l'a fait dans le domaine terrestre avec un programme qui s'appelle Centurion. Ça existe même dans le domaine des missiles avec quelque chose qui s'appelle l'ITP Missile. Et donc voilà, c'est notre rôle de créer cet environnement qui va aider à ne pas avoir des architectures figées et à être capable d'intégrer des solutions qui seront à l'état de l'art du moment de la livraison. Tu as tout dit. La chose que je dirais, c'est que dans le SCAF, on a intégré 18 entreprises, 18 startups, alors qui sont de toute taille, qui font des choses très différentes et qui, cette manière pour nous d'intégrer des choses nouvelles et qui nous permettent de démontrer qu'on va pouvoir avancer dans le système en étant conscient qu'on ne sait pas tout de suite. Et donc non seulement on sera évolutif, mais en même temps, on ne fige pas tout maintenant. Et il y a des choses qu'on essaiera de figer le plus tard possible, justement pour pouvoir profiter des dernières innovations, qui que ce soit qui les fait. Évidemment, dans les pays partenaires du SCAF, je ne m'étendrai pas sur d'autres pays, si j'ose dire. Peut-être une dernière question, il nous reste quelques minutes. Okay, mais peut-être pour ajouter un petit point, parce nous on a été aussi actifs sur ce sujet, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les acteurs innovants comprennent les contraintes, les horizons de temps et la nécessité opérationnelle dans les 30-40 prochaines années. Et donc il faut et en tout cas sur chacun des piliers, il y a un dialogue qui s'est créé, qui est constructif et qui permet aussi à tout le monde, on va dire, de progresser en maturité sur ce type de sujet. Voilà. En tout cas, merci à tous. Un grand merci pour cette table ronde. Et puis voilà. Très bonne journée, très bonne fin de salon.